Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Et surtout en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, afin d'y être informé avec les toutes dernières nouvelles, et ce, en toute primeur bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 148e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Et parmi les thèmes choisis pour la présente séquence, votre CQFD de votre Bled Maghribia s'attarde quelque peu sur cette auteur de l'étude de ce SWP, cet institut allemand des affaires internationales et de sécurité, qui s'est attaqué au Maroc en refusant de répondre aux questions de Média 24. En effet, Média 24 a au départ obtenu l'accord de cet auteur, Senior Flow, de la division Moyen-Orient et Afrique du think tank, oui, allemand, SWP, pour expliquer le fondement de ces attaques contre le Maroc, bien évidemment. Mais cet auteur s'est ravisé après avoir reçu les questions de Média 24, puisque son étude polémique recommandait purement et simplement à l'Union européenne de stopper le développement entre guillemets hégémonique du Maroc qui freine, selon elle, l'émergence de l'Algérie et de la Tunisie. De plus, oui, en rompant ses relations diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie veut montrer qu'elle est de retour sur la scène internationale, puisque cette même chercheuse allemande, pour elle, les deux pays estiment qu'ils sont chacun vraiment la grande puissance régionale. Et tout ceci accentue davantage encore cette crise algéro-marocaine, avec un avenir plus qu'incertain de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, dont l'un des seuls fameux contrats de transit qui subsiste et qui lie encore les deux voisins maghrébins et qui arrive à expiration le 31 octobre prochain, alors qu'un nouvel ambassadeur d'Espagne est pressenti arriver au Maroc très prochainement. Pendant ce temps, et à propos de cette Libye, lors de la dernière rencontre qu'il a eue à Rabat avec le président du Parlement libyen, a permis au ministre des Affaires étrangères marocain de répondre en toute clarté à son homologue algérien. Mais du côté de la MINURSO, le Polisario n'est guère emballé du tout par la nomination d'un Russe, oui, de ce Russe, alors que d'un autre côté, la police espagnole affirme que le chef séparatiste de ce Polisario, de ce mouvement, a quitté le territoire sans passeport, donc sans document. Et après cette introduction, chers amis, et pour revenir au cours normal de notre sommaire d'aujourd'hui, et au lendemain de la réception du questionnaire auquel cette Isabelle Warren-Fields, cette auteure
et chercheuse allemande, Senior Flow, de la division Moyen-Orient et Afrique du think tank SWP, avait promis de répondre en 24 heures à un questionnaire de Medias 24. Et par surprise, son assistante a tout simplement répondu que l'auteur n'était plus disposé à accepter un entretien sous prétexte que les questions proposées étaient très différentes, entre guillemets, de ce à quoi elle s'attendait, sachant qu'elle ne voulait parler que de méthodologie, soi-disant. Une explication plutôt étonnante, sachant que cette Senior Flow de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, SWP, à l'origine de cette fameuse étude intitulée « Rivalité maghrébine » sur l'Afrique subsaharienne, l'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc. Il n'a pas hésité donc à répondre aux questions du média allemand, cette fois-ci là, le média allemand dw.com, et pourtant qui ne portait pas du tout sur sa méthodologie. Donc, différence entre média 24 et ce média allemand, l'autre média W.com. L'un, question de méthodologie, et l'autre, pas du tout, sur une question justement de cette méthodologie. Au final, le fait que cet auteur a décroché, son doctorat, vous savez où? À Alger, et qu'elle revendique clairement un faible, entre guillemets, pour ce pays, sur son profil Twitter, bien écrit clairement, en anglais, has a very weak spot for Algeria. Autrement dit, avoir un point très faible pour l'Algérie. Fermons la parenthèse. Explique peut-être sa dérobade de dernière minute et sa volonté de ne pas répondre aux questions qui étaient en effet plus que dérangeantes. Et c'est à vous de juger, chers amis, c'est à vous de juger si les questions étaient légitimes ou pas. Entamons ces questions, commençons par la première, sachant que le think tank SWP est principalement financé par le gouvernement allemand. Êtes-vous vraiment indépendante et quelle est votre marge de manœuvre? Deuxième question. Le tropisme algérien visible sur le profil de votre compte Twitter has a very weak spot for Algeria. Avoir un point très faible pour l'Algérie. N'est-il pas une marque de partialité qui vous disqualifie en termes de neutralité préalable à toute analyse? Troisième question. En effet, certains rappellent que vous avez décroché votre doctorat en Algérie et que vous n'êtes donc pas qualifié pour livrer un travail scientifique sur un tel sujet en ayant d'avance un parti pris. 4. À ce propos, contrairement au Maroc, qui a condamné vos conclusions, la presse algérienne s'est félicitée des conclusions de votre étude qui appelle à minorer le soutien européen au Maroc. Cinquièmement, pour en revenir au contenu de votre étude, quelle a été la méthodologie adoptée pour parvenir à vos conclusions? Sixièmement, sur quelle base arrivez-vous à la conclusion que le Maroc est loin devant l'Algérie et la Tunisie en termes de développement? Point 7. Pourquoi qualifier l'ascension économique du Maroc en Afrique de traumatisme pour l'Algérie, alors que le leadership de l'Allemagne en Europe
ne pose pas de problème aux pays voisins, dont la France, bien évidemment. Huitièmement, n'est-il pas tout à fait normal d'essayer de prendre le leadership dans la région du Maghreb, voire d'Afrique subsaharienne, où il n'y a pas encore de véritable espace économique commun, comme dans l'Union européenne. Point 9. Si la bataille pour le leadership régional est de bonne guerre en Afrique et partout ailleurs, pourquoi le discours de votre think tank issu d'un pays européen lointain donne l'impression de vouloir favoriser un candidat au détriment d'un autre? Dixièmement, que répondez-vous à ceux qui n'hésitent pas à parler de tentatives d'influence néocoloniale? Onzièmement, sachant que la concurrence est censée stimuler les économies, pourquoi les tentatives de développement à l'international du Maroc seraient des ambitions hégémoniques entre guillemets qu'il faudrait atténuer, voire même stopper? Douzièmement, le fait que la Tunisie veuille rattraper son retard vis-à-vis du Maroc et qu'elle observe avec envie la politique africaine de ce dernier, de ce Maroc, donc, n'est-il pas en réalité un bon exemple de stimulation positive? Le point 13. S'il est vrai que la rivalité algéro-marocaine dans le domaine de la sécurité génère des effets négatifs pour le continent africain, vous ne précisez cependant pas que c'est l'Algérie qui refuse toute collaboration sécuritaire avec son voisin. Concernant la résolution du conflit libyen, où le Maroc s'est investi depuis 2015, pourquoi donner l'impression que ces tentatives de résolution ne sont pas légitimes et qu'elles appartiennent à la seule Algérie? Quinzièmement, tout en citant les succès économiques du Maroc en Afrique, Casa Finance, boom des exportations, liaisons aériennes, Tanger-Med, gazoduc Nigeria-Maroc, diplomatie religieuse, politique migratoire, etc., etc., et vous laissez entendre que sa dynamique de développement ne doit plus être soutenue par l'Union européenne, qui doit se concentrer sur les deux retardataires recommander une telle politique discriminatoire au détriment du Maroc ne pose pas un problème simplement éthique. 16e question. Est-ce qu'en réalité, la réussite du Maroc sur le continent africain ne pose pas un problème à l'Union européenne, et en particulier à l'Allemagne, qui s'inquiète d'une nouvelle concurrence qu'elle voudrait éliminer en favorisant l'Algérie et la Tunisie, qui, elles, ne présentent pas de menace en termes d'investissement en Afrique? Et 17e question. Comment justifiez-vous le fait d'appeler l'Union européenne à cesser de soutenir la dynamique de développement du Maroc et de vouloir punir ce pays simplement parce qu'il multiplie les réussites sur le continent? 18e question. Où est le problème à prétendre à un leadership continental quand on sait que l'Allemagne et la France ont été, depuis 1957, le moteur de la réussite économique de ce qui est appelé la communauté économique européenne de l'Europe des 27. 19e, vouloir discriminer le Maroc est la conclusion essentielle du think tank SWP, ou alors celle-ci s'inscrit simplement dans le cadre de la politique officielle allemande de la chancelière Angela Merkel. Enfin, et dernière question, la 20e question, au regard de la crise actuelle que l'étude SWP a contribué à aggraver,
comment voyez-vous l'avenir des relations entre le Maroc et l'Allemagne? Donc, chers amis, à ces 20 questions, aucune réponse. Silence et bouche cousue. Donc, ici, on y vient par rapport à ces 20 questions. Cette vingtaine de questions reflète cette image. Oui, reflète cette image de ce fameux mardi 24 août dernier, où, rappelons-nous, où l'Algérie a annoncé par la voix de son ministre des Affaires étrangères, ce Ramdan Lamamra, qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec le Maroc. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision? Et cette crise est-elle un nouvel épisode dans l'histoire tumultueuse des deux voisins? Ou ouvre-t-elle encore un front de tension beaucoup plus large? Et ainsi, cette même chercheuse, Isabelle Werenfels, de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, SWP, décrypte, pour seule réponse parmi aux 20 premières questions, les motivations profondes qui sous-tendent cette nouvelle poussée de fièvre entre frères dits ennemis du Maghreb. Plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer la rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Et qu'est-ce qui, selon vous, donc selon cette Isabelle Werenfels, a été vraiment déterminant dans cette rupture? Pour Isabelle Werenfels, les sujets de conflit anciens sont toujours en toile de fond, à savoir la question de la souveraineté sur le Sahara occidental marocain. Tiens, on revient toujours avec ces anciens sujets comme si on ne le savait pas. Et la rivalité pour le leadership régional. Quelle en est une des deux de ces puissances de ce Maghreb? Et à ça s'y est ajouté récemment la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. Oui. Et ça a été un choc pour l'Algérie, qui considère que les Israéliens sont désormais à ses frontières, par conséquent à ses portes. En plus, il y a cette affaire, une autre affaire, qui est l'affaire appelée Pegasus, et quelques 6000 numéros de téléphone algériens auraient été espionnés, a également accru la crainte que cette coopération israélo-marocaine se fasse contre l'Algérie. Quelque part, il y a un soupçon de paranoïa. Et à cela s'ajoute ce qui était l'un des derniers ponts, l'un des derniers ponts jetés entre l'Algérie et le Maroc. Et il est sur le point de rompre. Et en effet, ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui relie depuis 1996 les gisements algériens de Hassi Rmel au Sahara à l'Europe via le Maroc sur un tronçon de 540 km tout de même, pourrait bientôt cesser de fonctionner purement et simplement. Le contrat de transit qui lie les deux voisins maghrébins arrive à expiration le 31 octobre prochain. Et si l'Algérie ne l'a pas dit en termes clairs, elle semble décidée à contourner le royaume marocain pour acheminer son gaz vers ce vieux continent. Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Espagne, jeudi 26 août dernier, 2 jours seulement après la rupture diplomatique avec le Maroc, annoncé par Alger, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, s'est engagé à ouvrir l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel à travers le Medgaz. Oui, vous avez bien entendu, à ouvrir l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel
à travers ce fameux gazoduc Medgaz. Selon l'agence de presse officielle APS, Algérie Presse Service, au service du pouvoir. En d'autres termes, Alger concentrera désormais l'acheminement de son gaz naturel vers l'Espagne sur un seul conduit, celui qui raccorde directement Beni Nsaf dans l'ouest algérien à Almeria, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Alors que le gazoduc qui transite par le Maroc est doté d'une capacité de 13 milliards de mètres cubes par an, tandis que le Medgaz, qui va de l'Algérie à l'Espagne directement, lancé en 2011, n'a qu'une capacité initiale de 8 milliards de mètres cubes, une différence de 5 milliards. Mais il devrait pouvoir acheminer, d'après ce ministre, 10 milliards de mètres cubes d'ici à la fin de l'année, a annoncé en juin dernier le groupe public pétro-gazier algérien Sonatrach. Premier fournisseur en gaz de l'Espagne, en 2020, l'Algérie a exporté 9,6 milliards de mètres cubes vers la péninsule ibérique. En mai et juin, les spéculations sur un arrêt des négociations du contrat par le roi marocain Mohamed VI allaient bon train dans la presse espagnole, alors que le Maroc et son voisin européen connaissaient une période de crise liée à la question du Sahara marocain et à l'afflux de migrants marocains vers l'enclave occupée par l'Espagne, l'enclave de Ceuta. Depuis, le Maroc a clarifié sa position en affirmant sa volonté de prolonger le contrat gazoduc Maghreb-Europe. C'est notre volonté telle que nous l'avons exprimée verbalement et par écrit, publiquement et dans les discussions privées, toujours avec la même clarté et la même constance, a indiqué le 19 août dernier Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office marocain des hydrocarbures et des mines. Et la non-reconduction du contrat gazoduc Maghreb-Europe, qui figure comme l'un des seuls partenariats économiques notables entre les deux États du Maghreb, porterait un coup assez sévère au Maroc, ce que décrypte un certain Mourad Preur, spécialiste des questions énergétiques et ancien cadre de Sonatrach. Et il ajoute, il déclare, le Maroc, ajoute-t-il donc, bénéficie des droits de passage et va perdre entre 800 000 millions et 1 milliard de mètres cubes de gaz qu'il achète dans de bonnes conditions depuis une source qui lui est proche. N'est-ce pas là une déclaration toute subjective? Mais Alger ne ferme pas la porte aux négociations, puisque le gaz algérien permet au royaume marocain voisin d'alimenter en partie 2 centrales électriques et de bénéficier de frais de transit estimés à un peu plus de 50 millions de dollars en 2020. Ce chiffre, variant bien évidemment selon les exportations gazières algériennes. Et Alger, de son côté, n'a pas complètement fermé la porte aux négociations. Et le doute sur l'avenir du contrat gazoduc Maghreb-Europe persistera jusqu'au 31 octobre prochain, malgré la rupture diplomatique entre les deux pays. Interrogé lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la rupture justement de ces relations diplomatiques avec le Maroc, mardi 24 août dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères lui-même, ce Ramtan Lamamra, a répondu « Il y a des considérations qui sont soumises aux traités internationaux et que la décision
relève de la responsabilité de la société nationale, Sonatrach et de ses partenaires. Donc l'Algérie n'est pas seule dans ce projet de prorogation ou non-prorogation d'un tel contrat. Il y a d'autres partenaires. Le ministre algérien des Affaires étrangères a dit qu'il s'agissait d'un problème commercial, avant tout. Il n'a pas voulu, à son niveau, politiser la vente du gaz naturel algérien, que ce soit aux Espagnols, aux Marocains, aux autres, précise un ancien haut responsable algérien. Mais tandis que du côté de l'Espagne, qui se prépare à nommer son nouvel ambassadeur à Rabat, et le choix de Pedro Sánchez pourrait se porter sur un certain Bernardino León, révèle ce vendredi 3 septembre le média OK Diario. Cet ancien numéro 2 de la diplomatie espagnole de 2006 à 2008 est réputé pour sa proximité avec l'ex-chef du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero. En effet, ce José Luis Rodríguez Zapatero a joué un rôle en coulisses pour le rapprochement entre le Maroc et l'Espagne, afin de tourner rapidement la page de la crise, ayant suivi l'accueil de ce chef du Polisario dans un hôpital à Logroño. Rappelons-nous-en de cet épisode. Et José Luis Rodríguez Zapatero a également mené des efforts pour convaincre le roi Mohamed VI d'accueillir Pedro Sánchez en 2018 déjà. Il avait d'ailleurs abordé avec le souverain marocain ce sujet lors de leur réunion du 30 juillet 2018 à Tanger, tenue en marge de la fête du trône à cette époque. Et Bernardino León connaît bien le Maroc. Et en outre ses fonctions au sein de la diplomatie espagnole, il était émissaire des Nations Unies pour la Libye. D'ailleurs, c'est sous son mandat que les factions libyennes avaient signé les accords de Skhirat en décembre 2015, sachant que l'actuel ambassadeur d'Espagne au Maroc est Ricardo Díez Orletner, en poste à Rabat depuis 2015. Il avait été nommé par l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de droite, ce José Margallo, et en principe, son mandat expire vers la fin du mois prochain. Le gouvernement de Pedro Sánchez avait en effet décidé, en octobre 2020, de prolonger sa présence à Rabat pour 12 mois supplémentaires qui arrivent donc à expiration. Alors que la rencontre qu'il a tenue récemment à Rabat avec le président du Parlement libyen a permis à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, de répondre clairement à son homologue algérien, ce Ramadan Lamamra. En effet, le ministre des Affaires étrangères marocain a noté dans des déclarations à la presse que le pays maghrébin, allusion donc à la Libye, traverse une étape décisive de son processus politique et l'organisation des élections le 23 décembre prochain est la seule voie de sortie de crise. Une crise, a-t-il souligné, qui ne sera pas résolue par les conférences ou par les interventions extérieures, mais par les Libyens eux-mêmes qui prendront part à l'exercice démocratique des élections organisées conformément au calendrier fixé antérieurement. Et à l'occasion de la réunion d'Alger du 30 et 31 août dernier, ce Ramadan Lamamra a exigé un rôle prépondérant des pays dits voisins de la Libye dans tout le processus de pacification.
Il se référait ainsi à l'Algérie, oui, il se référait à l'Algérie, sachant que l'Égypte est déjà un acteur principal sur ce dossier, alors qu'Alger cherche depuis des années une reconnaissance de son influence sur cette question. Outre son soutien au maréchal Khalifa Haftar, le Caire accueille en effet des sessions de la commission militaire 5+5 et des rounds du dialogue de la société civile et des tribus, ce qui n'est pas le cas pour cette Algérie. Et la position défendue par Nasser Bourita a été saluée par le président du Parlement libyen, Aguila Saleh. L'issue de la crise, l'unification des institutions et la réalisation de la réconciliation nationale ne seront être atteintes que via l'élection d'un président de tous les Libyens par la voie des urnes et dans les délais prédéterminés, a-t-il expliqué dans des déclarations à la presse. Quant à cette façade du Polisario, oui, cette façade du Polisario qui se fissure de plus en plus, puisqu'elle n'est guère emballée par la nomination du diplomate russe, ce Alexander Ivanko, nouveau chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara marocain, cette MINURSO. Une position exprimée par son représentant auprès de l'Union européenne. C'est ce Oubi Bouchraya. Cette désignation de ce Alexander Ivanko s'inscrit dans le cadre de la gestion interne des affaires techniques et administratives internes de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara. Mais pour des raisons liées à la nature de sa mission et à la réalité de la guerre qui a éclaté depuis novembre dernier. Elle n'a aucun rapport direct avec le processus politique et le devoir des Nations Unies envers la décolonisation du Sahara et la fin de l'occupation marocaine dans la province, a-t-il précisé lors d'une interview accordée à l'agence de presse russe Sputnik. Et dans des extraits, oui, des extraits ont été repris par cette SPS, Sahraoui Press Service, au même nom de cette agence de presse algérienne. Tout en louant les qualités du russe, successeur du Canadien Colin Stewart. Oui, donc tout en louant les qualités du russe, successeur du Canadien Colin Stewart Bouchraya, a regretté que Alexander Ivanko arrive alors que la MINURSO a perdu toute crédibilité. Oui, vous avez entendu, la MINURSO a perdu toute crédibilité au regard de son objectif principal, à savoir organiser le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. En quelque sorte, le rêve continue. Cette position exprimée par Oubi Bouchraya traduit un malaise, oui, traduit un malaise dans les rangs du Polisario et l'emballement total des premiers jours ayant suivi l'annonce de la désignation du russe de cet Alexander Ivanko a laissé place à la déception. En effet, Alexander Ivanko, comme son prédécesseur Colin Stewart, est tenu de suivre les instructions du secrétaire général de l'ONU, qui est ce Antonio Guterres, notamment celle portant sur le lieu des réunions avec les membres du Front. Rappelons-nous, si ce Ban Ki-moon, oui, ce Ban Ki-moon, fermait les yeux sur les rencontres de ses représentants tenus dans les zones tampons, à savoir Bir Lahlou et Tifariti, son successeur, le portugais Antonio Guterres, a mis fin
purement et simplement à cette pratique. Pour rappel, en mars 2016, l'ancien secrétaire général de l'ONU s'était rendu à Tifariti et y avait même prononcé un discours avec une tonalité anti-Maroc, sachant qu'Antonio Guterres continuera à occuper les commandes des Nations Unies jusqu'en 2026. Et toujours en ce qui concerne ce Polisario. Et nous concluons par là. Donc nous concluons notre séquence par ce point relatif à la police de la ville de Pamplune en Espagne, qui a informé le juge Rafael Lasala que le chef du Front Polisario, ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, avait quitté le pays, donc l'Espagne, le 2 juin dernier, sans être muni de documents officiels justifiant son identité, donc sans passeport. Sans passeport, en bonne et due forme, donc comme un clandestin. L'information a été relayée par 20 Minutos, qui rappelle que ce rallye avait été au centre d'une crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, notamment liée à son accueil en catimini, en cachette, pour des raisons soi-disant humanitaires, qui avait entraîné des plaintes pour falsification de documents, au moment où l'intéressé était ciblé par des plaintes pour terrorisme. Oui, vous avez entendu, des plaintes pour terrorisme, effet de torture. Un rapport a été envoyé par la direction de la police de Navarre au chef du 7e tribunal d'instruction de Saragosse, suite à une enquête sur les circonstances de l'arrivée de ce rallye en Espagne via la base aérienne de la capitale aragonaise et de son départ de l'aéroport de Pamplune, après avoir reçu des soins médicaux à l'hôpital de Logroño, rappelons-nous-en. Et dans ce rapport, la police a réussi à établir qu'à son arrivée à Saragosse, ce chef du Polisario a été accueilli dans une ambulance médicalisée avec à bord son médecin personnel, entre guillemets, en possession d'un visa délivré par la France. Et à ses côtés se trouvaient 2 compagnons, Sidi Brahim Sidi Mohamed et Louali Brahim Sid, tous 2 munis de passeports espagnols. Les 4 personnes sont entrées à l'aéroport à bord de l'ambulance et un certain Brahim, lequel parmi les quatre se prénommait Brahim. Donc un certain Brahim a déclaré n'avoir aucun document, mais aurait décliné tout de même son identité. Son médecin la confirmant aussi. Donc, sans déclarer clairement que c'était effectivement ce fameux Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche. Par la suite, aucune personne n'a eu d'empêchement pour quitter le territoire non plus, ce rallye étant autorisé à quitter le territoire national, car il s'agissait d'un départ volontaire. 5 jours après son départ vers Alger, un tribunal espagnol a inculpé ce rallye pour terrorisme. Donc, dans cette Espagne, tout le monde peut y entrer comme on veut et en sortir également, sans être contrôlé, avec ou sans visa, avec ou sans document, document clair, authentifié ou non identifié. Ainsi, le départ de ce rallye était possible grâce à un article du règlement, soi-disant, sur les étrangers d'avril 2011 qui autorise les départs d'Espagne avec une documentation défectueuse ou même sans, oui, ou même sans, s'il n'y a pas d'empêchement légal de l'avis des services de contrôle de la police.
Donc, comme dit précédemment, tout le monde peut y entrer, mais tout le monde peut y sortir. Du moment qu'on ne peut justifier par tel ou tel document. Et le chef du tribunal central d'instruction numéro 5 de l'audience nationale, ce Santiago Pedras, qui avait interrogé par visioconférence ce rallye quelques heures avant son départ, n'avait décrété aucune mesure de précaution ou d'empêchement à son départ du territoire national ou lui demander ne fût-ce que ses documents. Le rapport précise ensuite que le contrôle documentaire des personnes qui entrent à l'aéroport de Pampelune correspond aux agents de la police des étrangers et des frontières et que le plan de vol de l'avion qui a déposé ce rallye à Saragosse ne faisait nullement mention d'une escale par la base militaire en question. En effet, le plan de vol prévoyait un départ de Bordeaux, France, à destination de Pampelune, Espagne, puis une poursuite du voyage vers l'Algérie. Comme si tout citoyen lambda pouvait se permettre de tels agissements lors de voyages internationaux. Et par conséquent, beaucoup d'éléments demeurent encore flous dans ce dossier. Plus que mafieux, oui, plus que mafieux. Parce que géré, comme on dit, en tout secret, avec une bande de dirigeants qui se disent ainsi dirigeants de 2 États tout de même, et faire partir et revenir un individu comme si de rien n'était. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur ces nouvelles que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude, mais nous espérons donc vous retrouver auprès de votre chaîne pour votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout et de nous suivre jusqu'à la fin des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, surtout en aidant votre chaîne, en vous y abonnant, très nombreux, afin d'y être informé le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles. Et surtout, en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, chers amis, je vous dis au revoir. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.